Donc bonjour à tous, donc, je suis le docteur Florent Sainteau, je suis un des anesthésistes de la clinique effectivement. Et donc Alexandre m'a demandé de venir vous parler de l'anesthésie pour chirurgie rachidienne pour le patient âgé. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de faire un topo qui soit à la fois complet, sans aller trop dans le détail et mettre des tonnes de biblios qui vous intéresseront sans doute pas. Alors, l'idée c'est déjà de vous présenter un petit peu l'équation à laquelle on est confronté quand on voit ces patients. L'anesthésie, il y a certains chirurgiens qui disent qu'on est un mal nécessaire. Donc c'est vrai que l'anesthésie, elle a des effets indésirables, qui sont inévitables, mais qu'on peut anticiper, qu'on peut gérer, on va y revenir. On a une chirurgie du rachis, que moi j'aime beaucoup, hein, qui est passionnante, mais qui est parfois à risque, voire très à risque pour nos patients. Je vais également y revenir. Et puis la dernière pas inconnue, mais la dernière dans l'équation, donc c'est la personne âgée, qui est un patient, comme vous vous en doutez, qui est plus vulnérable que des patients plus jeunes, évidemment. Donc l'idée, c'est d'éviter que ça nous pète à la tête. Alors l'anesthésie, parce que je sais que il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des gens qui bossent dans les blocs parmi vous. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà la définition qu'on retrouve sur les feuilles d'information de l'ASFAR. En gros, c'est permettre la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical, en supprimant la douleur provoquée pendant et en l'atténuant après l'intervention dans des conditions optimales de sécurité. Alors je pense qu'il faut, pour bien comprendre un petit peu le topo, c'est différencier ce qu'on appelle l'anesthésie, donc l'acte anesthésique au bloc où on endort le patient, et la prise en charge anesthésique. Moi c'est un petit peu là-dessus que je voudrais revenir aujourd'hui, parce que notre prise en charge, elle ne se limite pas au bloc opératoire. On a souvent l'image du médecin qui pousse ses drogues, qui endort le patient, qui le réveille en général. Mais en fait, la prise en charge est beaucoup plus large, et je dirais même que les enjeux, ils se situent au moins autant, voire plus, avant qu'après l'intervention, et non pas forcément pendant, même s'il y en a aussi. Donc, les enjeux de l'anesthésie, dans ce cadre-là, donc chez la personne âgée. Alors, mon topo, j'ai hésité à l'arrêter là, parce qu'en fait, finalement, ça peut résumer un petit peu toute la prise en charge. C'est-à-dire que notre but, ça va être d'anticiper au maximum. Alors c'est valable pour n'importe quel patient, bien évidemment, mais encore plus chez la personne âgée. Je vous rassure, je vais développer un peu. Donc le plan, j'ai essayé de faire simple. Hein. Je vais vous parler du préopératoire, du péropératoire, donc pendant la chirurgie, du post-opératoire, et puis laisser un peu de place pour vos questions, si vous en avez, bien évidemment. Donc le préopératoire, ça va consister en une évaluation globale du patient, donc ça c'est ce qu'on fait pour tout patient à la consultation d'anesthésie. Donc on va recueillir ses antécédents médicaux, chirurgicaux, ses allergies, ses traitements en cours, parce qu'il va falloir les gérer, surtout chez la personne âgée qui souvent a des ordonnances qui peuvent être impressionnantes. Éventuellement prescrire des examens complémentaires, demander des avis spécialisés, cardiologique, pneumologique, imagerie, etc. Et puis faire un examen clinique du patient, bien évidemment. Alors les particularités chez le patient âgé, ça va être la vulnérabilité potentielle de ces patients. Alors tous les patients âgés ne sont pas vulnérables, mais maintenant c'est vrai que de plus en plus dans les recommandations, ils nous incitent à utiliser des scores de vulnérabilité. Alors il y en a plein, ça n'a aucun intérêt de les détailler ici, pour déjà estimer un petit peu la vulnérabilité du patient pour l'ensemble de sa prise en charge. On peut discuter d'une évaluation gériatrique. Alors c'est pas toujours facile à avoir dans les faits et c'est rare qu'on le fasse, mais dans certains cas un petit peu épineux où il va y avoir une discussion sur la prise en charge du patient, ça peut aider. Toujours s'assurer qu'il y ait des mesures aussi, de savoir s'il y a des mesures de protection éventuelles, si les patients sont sous tutelle, sous curatelle, parce qu'il ne faut pas s'en rendre compte le jour de l'intervention. Les troubles cognitifs éventuels, qui sont bien sûr potentiellement plus fréquents chez ces patients. On sait que la prise en charge globale, pas que l'anesthésie, mais le stress physiologique généré par l'anesthésie, l'intervention et les suites peuvent décompenser des troubles cognitifs. Donc c'est important si on peut les détecter avant pour essayer de prendre en charge au mieux ces patients. Et puis il faut s'enquérir un petit peu de la famille. Quel est l'entourage du patient? Alors, quel est l'entourage et comment est l'entourage? Est-ce que c'est une famille très présente? Est-ce que c'est une famille qui va être revendicative? Est-ce que c'est une famille... Voilà, parce que l'information ne sera pas forcément... Alors elle sera la même, mais elle ne sera pas forcément donnée de la même manière. Au niveau de la chirurgie, donc on a vu les particularités du patient âgé. Les particularités de cette chirurgie,
Donc ce sont des chirurgies avec souvent des patients qui arrivent avec des terrains de douleurs chroniques. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on n'arrête pas d'entendre de partout actuellement. C'est des patients qu'il faut flécher. Il faut que ça soit tout au long de la prise en charge quelque chose qu'on garde en tête, parce que les patients douloureux chroniques qui prennent potentiellement des antalgiques ou des opiacés au long cours en préopératoire, ils vont être beaucoup plus à risque d'avoir de l'hyperalgésie, des douleurs fortes en post-opératoire, de chroniciser la douleur. Et c'est des patients qui vont être plus compliqués à gérer dans les services en post-opératoire. Et encore une fois, plus on anticipe, plus on a une chance de les prendre en charge efficacement et le mieux possible. Ce sont également des chirurgies à risque hémorragique. C'est des chirurgies qui saignent. Alors, toute la chirurgie du rachis n'est pas hémorragique potentiellement de la même manière, mais c'est sûr que quand on fait une scoliose de 10 étages ou qu'on fait une arthrodèse sur plusieurs étages qui va durer 3 heures, on sait qu'il y a un risque hémorragique potentiel qui est important. Alors il y a toute une notion de patient blood management qu'on emploie maintenant. En gros, c'est la gestion du capital sanguin périopératoire. Donc en gros, éviter la transfusion, pour faire super simple. Faire de l'EPO en préopératoire, faire des perfusions de fer, doser l'hémoglobine du patient déjà. Voilà, donc ça, il y a toute une prise en charge du patient sur ce plan-là. Et puis il y a un risque local sur ces chirurgies. Il y a le risque d'hématome, de saignement, mais après la fermeture du chirurgien, donc où là ça peut amener des compressions médulaires, des problèmes. Alors quand on est sur une chirurgie, par exemple du rachis cervical, ça peut être des risques au niveau respiratoire. Nous, c'est vrai que beaucoup de chirurgies au niveau cervical sont surveillées aux soins continus la première nuit pour pouvoir, en cas d'hématome suffocant ou autre, réagir vite, parce que c'est des localisations qui peuvent être délicates. Donc en préopératoire, quand on a pris en charge un petit peu pris en compte toutes ces données, alors il y a un verdict. Le verdict, c'est peut-être pas un très bon terme, parce qu'on n'est pas non plus un juge, et on ne va pas dire au patient avec un petit marteau, on vous opère pas. L'idée, c'est d'évaluer l'opérabilité du patient. Je pense que c'est un temps important où il faut échanger avec le chirurgien quand on a un doute. Je pense que plus on se parle, mieux c'est, parce que là encore, ça permet d'anticiper et de trouver des solutions, au final en remettant le patient au cœur de tout ça. Parce que les discussions, en fait, c'est pas pour un ego de savoir si je peux l'endormir et le réveiller ou autre, c'est est-ce qu'on va être bénéfique pour le patient. Et c'est vrai que nous, on n'a pas toujours toutes les données, entre autres sur la chirurgie. Quelle est la gêne fonctionnelle du patient réel, quelle est l'urgence de la chirurgie. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter, enfin, sur lesquelles on n'hésite pas en tout cas à aller discuter avec les chirurgiens. Après, on va évaluer donc les particularités du risque individuel du patient, comme je vous le disais, qui vont permettre aussi d'orienter l'information qu'on va donner à ces patients. C'est-à-dire, alors c'est pas est-ce que vous avez des risques de mourir, mais c'est quels sont les risques propres à votre terrain. Un patient avec un lourd passé cardiaque, on ne peut pas ne pas l'informer sur le risque d'infarctus post-opératoire ou autre. Et puis toute cette phase-là va nous permettre d'anticiper la suite, le per et le post-opératoire. Parce que, bien sûr, qu'on se base sur le terrain du patient pour la suite. Sur le per opératoire, il y a trois axes un petit peu à évoquer. L'équipement du patient en bloc opératoire, donc ça c'est un petit peu technique, je passerai très rapidement, c'est plus pour vous donner une petite idée des possibilités qu'on a, savoir qu'on ne met pas tout en œuvre pour tous les patients, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'ils n'en ont pas tous besoin, on s'adapte encore une fois aux patients. L'entretien de l'anesthésie, comment on va surveiller et entretenir l'anesthésie du patient, et la gestion des complications, donc là sur le per opératoire. Sachant que ce qui revient de plus en plus, c'est quand même de faire une prise en charge personnalisée du patient. Et donc l'anesthésie n'échappe pas à cette règle. Nous, le but, c'est de nous adapter vraiment au patient qui est sur la table. Alors au niveau de l'équipement, je passe un peu rapidement. En gros, ça va être les voies d'abord, pour perfuser, endormir, etc. Savoir si on a une sonde urinaire, si on a un monitorage du débit cardiaque. On peut récupérer le sang en péropératoire, on peut monitorer la tension artérielle de manière invasive ou moins invasive. On va mettre des sondes thermiques pour surveiller la température du patient, qui est un point très important, pour éviter les saignements, pour éviter l'acidose, pour éviter l'emballement un petit peu des phénomènes physiologiques péropératoires. Et puis on peut surveiller le BIS, c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte d'électroencéphalogramme péropératoire, qui nous permet de monitorer au mieux la profondeur de l'anesthésie. Alors en gros, l'idée, ça va être de choisir dans tout ça ce qui va être adapté à notre patient. Le but, c'est pas de faire ceinture bretelle pour tous les patients, de tout mettre, parce que ça prend du temps. Bon, ça a un coût, mais ça, à la limite, ça rentre pas forcément dans la balance. L'idée, c'est d'être adapté au patient.
L'entretien de l'anesthésie, le but, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'homéostasie du patient ou normo-tout. Donc notre patient, on veut qu'il soit équilibré pendant que le chirurgien opère. Donc les enjeux, vous allez comprendre ce que j'entends par normo-tout, faut qu'il soit équilibré de partout. Donc sur la tension, la température, la glycémie, et c'est tous des paramètres qu'on va monitorer pendant l'intervention et qu'on va adapter au fur et à mesure de l'intervention, d'autant plus que ce sont des chirurgies parmi les plus longues qu'on ait dans notre bloc opératoire. Clairement, sur une chirurgie d'une demi-heure, on prendra des précautions, bien évidemment, mais les enjeux ne seront pas les mêmes. Là, sur des chirurgies longues comme ça, il faut qu'on s'assure que, voilà, que l'installation sur la table soit bonne, que le niveau de sédation soit compatible pour que le chirurgien puisse opérer, parce qu'il ne faut pas que le patient bouge, sursaute, qu'il y ait un relâchement musculaire. Enfin voilà, nous l'idée c'est de faire en sorte que le patient soit bien, que le chirurgien soit bien pour opérer. Et puis après, il y a les complications éventuelles à gérer. Alors heureusement, elles sont rares. On a la chance d'avoir des chirurgiens qui opèrent bien. Non mais c'est vrai, ça compte. Et puis globalement, le risque de complications liées à la chirurgie, à l'anesthésie, quand le patient a été correctement évalué justement sur la phase préopératoire, heureusement on est sur des risques quand même assez faibles, et c'est souvent ce qu'on dit aux patients. Donc les complications, elles peuvent être de plusieurs types. Hémorragiques, on en a parlé, c'est les chirurgies qui peuvent saigner, le patient il peut faire une allergie, bien sûr. Les complications emboliques, il peut faire une embolie pulmonaire sur table, il peut faire un embol gazeux. Les complications liées à l'installation sur la table sont assez... enfin, nous préoccupent pas mal, parce que c'est des chirurgies avec des positions parfois un petit peu acrobatiques, quand ils sont en génie pectoral ou sur un cadre avec les bras devant, les jambes en l'air, et enfin voilà. Donc nous on fait particulièrement attention, entre autres à la position des yeux, de la tête, au rachis cervical, aux épaules. Les complications respiratoires qui peuvent survenir, un patient qui va décompenser une pathologie respiratoire liée à l'intubation ou autre, puis après, multiples complications qu'on essaye de gérer et d'éviter au mieux. Sur le post-opératoire, alors, le patient dans le service, l'idée, alors, ça va être de gérer le patient et puis le patient âgé. Donc, le patient en post-op de chirurgie du rachis, je l'ai mis en premier, mais vous vous en doutez, c'est des chirurgies où il y a une douleur en général à gérer. Alors les douleurs, elles sont très variables d'un patient à l'autre. Encore une fois, elles dépendent du terrain, elles dépendent de la chirurgie, bien évidemment. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec des protocoles déjà bien élaborés en amont et d'adapter au fur et à mesure. Parce qu'il y a des patients qui vont être rebelles à la morphine, qui vont être... Alors il faut aller chercher d'autres solutions et essayer de travailler là-dessus, un petit peu en temps réel, dans le post-opératoire. Là encore, il peut y avoir des saignements, c'est-à-dire que le patient il peut saigner quand il est sur la table d'intervention, mais il peut saigner également sur la période post-opératoire, parce que des fois, il y a les redonds qui vont se mettre à saigner, ou alors il va faire un hématome. Donc on peut être amené à transfuser ces patients, ou alors faire des perfusions de fer intraveineuses. Les complications thromboemboliques, donc la prévention des phlébites, pour faire simple. Ça, c'est toujours un petit... pas un challenge, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui est un peu préoccupant aussi. Quand on a des chirurgies potentiellement hémorragiques, qu'on va mettre des anticoagulants post-opératoires, c'est le bénéfice-risque entre décoaguler le patient pour pas qu'il fasse la phlébite, et pas trop le décoaguler pour pas qu'il saigne et qu'il faille le reprendre. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui se font vraiment en collaboration étroite avec les chirurgiens. On ne peut pas faire ça dans notre coin, et eux non plus. Et puis surveillance des bilans biologiques. Très souvent, c'est des patients sur lesquels on fait un bilan un petit peu complet à J1, ne serait-ce que pour vérifier le taux d'hémoglobine, pour voir un petit peu, parce que les saignements, on les quantifie au bloc opératoire. On va dire ça a saigné un peu, beaucoup, passionnément. Ça a saigné 200, ça a saigné 400, et puis des fois, on a des surprises. Donc l'idée, c'est quand même de monitorer un petit peu ça, et puis de s'adapter. Et puis alors, le patient âgé, sur le post-opératoire, c'est des patients, on l'a dit, qui sont vulnérables. Donc ils risquent de chuter. Alors, la prévention des chutes, ça va de la contention au sédatif en passant par la présence de la famille à parfois rien, juste surveiller le patient. Le délirium, comme je vous le disais, les troubles cognitifs, qui sont parfois presque inaperçus en préopératoire.
où la famille dit non, mais je comprends pas, il était très bien à la maison, mais parce qu'il était très bien dans son quotidien, dans sa boucle habituelle. Et puis bah, là, il y a un stress physiologique qui est important et qui peut décompenser les patients. Et puis ça peut favoriser les chutes, et puis la chute peut favoriser. Enfin voilà, après on tourne en rond. Bah, y a toutes les complications, alors que là, on essaie d'anticiper, mais qui peuvent être liées aux antécédents du patient. Je vous disais tout à l'heure, un patient cardiaque qui va faire l'infarctus post-opératoire. Encore une fois, le stress physiologique généré par la chirurgie, par l'anesthésie, va potentiellement entraîner la décompensation de pathologies préexistantes. Un diabétique qui va se mettre à monter ses glycémies, un insuffisant respiratoire qui va se retrouver sous oxygène, etc., etc. Et puis il y a les traitements antérieurs, donc les traitements du patient, qu'on a gérés en préopératoire, il faut les gérer en post-opératoire. Exemple, les anticoagulants, on va les arrêter pour opérer le patient. Quand est-ce qu'on les reprend? On en revient aux discussions avec les chirurgiens, à savoir est-ce qu'on les reprend pas trop tôt, pas trop tard. Alors il y a des recommandations, mais qui sont un petit peu floues, et nous, on doit faire avec cette approximation, en prenant en compte, encore une fois, le patient, la chirurgie. Voilà. Les patients âgés, on les surveille plus souvent en soins continus. Alors l'âge n'est pas un critère de surveillance en soins intensifs, mais c'est des patients qui ayant plus de comorbidité vont plus requérir une surveillance un petit peu rapprochée, surtout les 24 premières heures. Après, l'idée, c'est, comme je vous le disais, dans la prévention des complications, de faire une prise en charge précoce de toutes les complications qu'on peut voir venir. Donc l'idée, c'est de faire intervenir au plus tôt nos collègues, kinés, ergo, diététiciennes, etc. Alors, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut que les gens soient disponibles, il faut... Voilà. Donc on ne le fait pas pour tous les patients tout le temps. Mais l'idée, c'est de l'avoir en tête. Et puis de faire en sorte que le patient soit bien pris en charge globalement. Il faut adapter les posologies. Au niveau des traitements post-opératoires, c'est sûr qu'on sait que le métabolisme des patients et la pharmacocinétique, la pharmacodynamie chez les patients, elle n'est pas la même chez un patient âgé que chez un patient qui va avoir 20 ans de moins. Donc ça, il faut en tenir compte. C'est des patients qui se dénutrissent, qui se déshydratent très facilement, sans qu'on s'en rende forcément compte. J'en reviens au délirium dont je vous parlais tout à l'heure, le patient qui décartonne en post-opératoire, ça peut être piégeux parce que ça peut être juste un patient qui est déshydraté ou un patient qui a du mal à uriner, ou voilà. Donc il faut vraiment penser à toutes ces choses et prendre le patient vraiment dans sa globalité. Et puis on dit souvent que le fauteuil c'est un médicament, parce que le fauteuil en fait, plus votre patient il sera vite sorti de son lit, et ben moins il va faire d'atelectasie et de problèmes respiratoires, moins il va faire de phlébite, moins il aura de problèmes de transit. Et les problèmes de transit chez les personnes âgées, ça peut retentir sur tout le reste. Et puis encore une fois, on est sur une boucle dont il faut essayer de sortir. Ou au mieux de ne pas y rentrer. Et donc je vous parlais des tableaux pièges. La douleur abdominale, la confusion. En fait, ça peut être des signes d'un problème tout autre. D'une anémie, parce que le patient il a saigné, puis qu'on n'a pas encore le résultat de la prise de sang, puis on se rend compte qu'en fait il a 8 d'hémoglobine sur sa prise de sang. Ça peut être un globe urinaire parce qu'il n'a pas uriné, que la prostate est un peu bloquée. Enfin voilà, c'est des patients sur lesquels il faut être particulièrement vigilant et essayer vraiment de les prendre en charge dans leur globalité. Je vous remercie de votre attention.